Le 6 mai 1937, le ballon dirigeable nommé Hindenburg atterrit à Lake Earth qui se trouve dans le New Jersey avec 100 personnes à bord. Au sol, il y avait plein de journalistes, de photographes et ils étaient tous munis soit d'une caméra ou soit d'un appareil photo pour immortaliser l'atterrissage du plus grand ballon dirigeable qui pouvait exister. Il faut savoir que le ballon dirigeable Hindenburg était de la même taille ou alors un petit peu plus grand que le Titanic. Donc tous ces photographes et tous ces photojournalistes, tous ces journalistes étaient là pour immortaliser son atterrissage car c'était quelque chose d'exceptionnel. Sauf que cet événement qui devait bien se produire, qui devait bien se dérouler, va prendre une toute autre tournure qui va être terrifiante et glaçante, voire même traumatisante. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la fameuse photo mythique de Sam Scheer. Cette photo s'intitule La catastrophe d'Hindenburg et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi c'est une des photos les plus mythiques de l'histoire, mais je vais également vous raconter cette catastrophe qui a eu lieu le 6 mai 1937. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran, ça me ferait très plaisir. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sam Scheer est né le 15 avril 1905 et il est décédé le 8 juin 1982. C'était un photojournaliste qui était surtout connu pour sa photo sur la catastrophe d'Hindenburg que je vais vous raconter tout de suite. Le LZ-129 Hindenburg a été construit par l'entreprise, je vais lire le nom parce que moi la prononciation vous avez l'habitude. Donc il a été construit par l'entreprise Luftschibo Zeppelin. Même en lisant j'ai grave du mal, tout va bien. Donc il a été construit entre 1933 et 1936 et c'était un des plus grands ballons dirigeables qu'il pouvait exister à cette époque. Et c'était un dirigeable à l'usage civil mais également commercial. Et il faisait toujours à peu près le même trajet, donc c'est-à-dire qu'il partait de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Dans les années 1910 à 1920, l'entreprise Luftschibo Zeppelin fabrique un certain nombre de dirigeables à l'usage civil mais également militaire. Et donc dès 1933, vu qu'il y a la montée du nazisme, eh bien ces ballons dirigeables seront utilisés par des fins de propagande. Le LZ-129 Hindenburg est l'un des plus grands dirigeables qu'il pouvait exister à l'époque et je vais pas vous raconter tous les moteurs qu'il y avait dedans etc, mais c'est vraiment très impressionnant, pourtant je m'y connais pas, mais j'ai lu vite fait la description des matériaux, des moteurs etc qu'il y avait dedans, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller vous informer sur Google car je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, ça serait beaucoup trop long. Donc ce ballon dirigeable là, il possédait plusieurs moteurs de la marque Daimler-Benz qui étaient très puissants. Tous ces moteurs étaient très puissants et du coup c'est ça qui fait aussi que ce ballon est quand même incroyable. En l'exposant aux yeux du monde par justement les médias etc, la société Luftschibo Zeppelin tend à promouvoir les avancées technologiques de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Et donc ce ballon dirigeable est même utilisé pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Le ballon dirigeable portait le nom d'Hindenburg pour rendre hommage au chancelier qui avait précédé Adolf Hitler et donc c'est pour cela que ce ballon dirigeable là s'appelle comme ça. Mais on appelait ce ballon également le Titanic des airs car il mesurait 250 mètres de long. Il pouvait emporter une centaine de voyageurs. L'intérieur de ce ballon dirigeable là était luxueux et donc bien évidemment si vous auriez voulu faire un petit tour de ballon dirigeable il aurait fallu être riche car ça coûtait énormément cher. Le prix était de environ 400 $ américains de l'époque, ce qui aujourd'hui représenterait un total de 7305,94 cents de dollars américains
aujourd'hui. Et donc à l'époque, les transports par avion, donc c'est-à-dire les personnes qui veulent voyager à travers le monde, ne pouvaient pas prendre l'avion puisque ça n'existait pas encore pour transporter des civils, des passagers pour voyager, etc. Et donc le ballon dirigeable permettait de traverser l'Atlantique 2 fois plus vite qu'en bateau. Le vol pour l'inauguration du LZ-129 Hindenburg a lieu le 4 mars 1936 à, donc je vais vous lire le lieu parce que c'est beaucoup trop compliqué, Friedrichshafen en Allemagne, et il fonctionne durant 14 mois sans incident. Tout se déroule à merveille, tout se passe bien pendant ces 14 mois. Et donc bien évidemment il effectue plusieurs vols pour faire la promo, donc plusieurs vols promotionnels, et c'est à ce moment-là que les ennuis pour le ballon dirigeable commencent. Il faut savoir que le ballon dirigeable Hindenburg a été conçu pour être spécialement gonflé seulement qu'à l'hélium. Sauf que l'hélium se trouve aux États-Unis et les États-Unis décident de restreindre les ventes de l'hélium à l'Allemagne. Donc du coup ils se retrouvent sans hélium et ils doivent absolument regonfler le dirigeable pour continuer leur tournée promotionnelle, pour, on va dire, faire tourner le business du voyage. Et donc ils vont décider de remplacer l'hélium par un autre gaz qui est une très mauvaise idée. Donc l'entreprise Zeppelin décide de choisir le gaz à l'hydrogène pour justement regonfler ce ballon dirigeable. De 1, c'était plus économique, et de 2, on n'avait pas le choix. Après un vol plutôt tranquille, le ballon dirigeable arrive enfin dans le New Jersey et est prêt à atterrir. Mais il faut savoir que durant ce vol qui était plutôt tranquille, il y a eu un orage entre temps. Et donc ça a fait que l'heure d'atterrissage du ballon dirigeable a été retardée puisque, comme je vous ai dit, il y a eu un orage et donc ça a fait tout retarder. Le ballon dirigeable s'approche donc doucement de son lieu d'atterrissage. Mais ce que les passagers ainsi que les membres du personnel ne savent pas, c'est qu'à l'arrière de l'enveloppe du ballon dirigeable se trouve une fuite d'hydrogène. Et en fait, personne ne sait qu'il y a cette fuite de ce gaz. Personne n'est au courant de tout ça, car bien évidemment c'est un gaz qui est incolore, donc on ne le voit pas, et surtout indolore, donc on ne sent pas qu'il y a du gaz qui est en train de s'échapper. Et c'est à ce moment-là que la catastrophe arriva. Pendant ce temps, quand le ballon dirigeable est prêt à atterrir et qu'il y a justement cette fuite d'hydrogène à l'intérieur et que personne n'est au courant, il y a au sol plein de journalistes mais également plein de photographes qui sont présents pour immortaliser cet événement incroyable qui est l'atterrissage du plus grand ballon dirigeable de l'époque. Et donc tout le monde est là avec leurs petits appareils photo mais également leurs petites caméras pour immortaliser en images, en vidéo, en photo cet atterrissage exceptionnel. Tout d'un coup, des flammes apparaissent à l'arrière du ballon dirigeable et donc ça provoque l'explosion de l'hydrogène du ballon dirigeable et ce qui provoque bien évidemment l'explosion du ballon en lui-même. Cette explosion serait également due à un fil d'amarrage qui aurait touché le sol et donc du coup ça n'aurait pas aidé et ça aurait fait également exploser le ballon suite à cet incident là également. En quelques secondes seulement, tout le monde est choqué de ce qu'il est en train de se passer. Les photographes, les journalistes n'y croient pas en leurs yeux. Ils étaient tous tellement impatients de voir ce ballon dirigeable atterrir. Ils étaient tellement contents, mais là l'humeur est tout autre et ils sont tous terrifiés et choqués dû à l'événement. L'avion dirigeable commence à s'écraser sur le sol à quelques mètres d'eux et le ballon dirigeable est enflammé par des flammes qui sont vraiment très hautes, très grandes, qui justement forment un gigantesque feu autour de la carcasse de ce ballon dirigeable là. À ce moment-là, l'événement de l'Hindenburg, donc le crash, annonce l'apocalypse dans laquelle s'apprête à entrer l'Europe. Les passagers décédés seront les premiers martyrs d'une propagande nazie et qui emportera le vieux continent avec lui dans les pires abysses.
L'Allemagne nazie à ce moment-là, elle est affaiblie par cet échec. Et donc ils se serviront de cet événement mais également du manque d'explications scientifiques pour justement servir les pires théories du complot. Et du coup ça alimentera l'antisémitisme dans le pays sous l'impulsion hitlérienne. La destruction du LZ-129 Hindenburg est un événement mondialisé dans le monde entier. Et donc le ballon dirigeable avait une vitesse entre 100 et 150 km/h selon les vents qu'il pouvait y avoir sur le trajet, et il faisait le trajet en 3 jours. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un moyen de transport qui était spécialement réservé aux personnes riches mais également aux célébrités qui pouvaient donc se payer le voyage. Durant le crash de l'Hindenburg, comme je vous ai dit, il y avait des photographes mais également des journalistes qui étaient présents sur les lieux pour justement immortaliser cet événement. Mais malgré toutes les vidéos, toutes les photos qu'il a pu y avoir sur cet événement, la seule photo que l'on retiendra vraiment le plus, c'est celle de Sam Scheer qui était présent lors de ce crash. Le soir du 6 mai 1937, le photojournaliste Sam Scheer attend sous la pluie depuis plusieurs heures avec une vingtaine d'autres photographes mais également de photojournalistes ou même de journalistes. Donc il attend sous la pluie depuis plusieurs heures le temps que le ballon dirigeable atterrisse, car il était chargé, lui ainsi que tous les autres autour de lui. En fait ils étaient tous chargés justement de prendre en photo les élites qui étaient à l'intérieur de ce ballon dirigeable là. Donc il devait les prendre en photo dès qu'il sortait du ballon dirigeable, etc. Sur 97 personnes, dont 61 membres d'équipage et 36 passagers, il y a 36 personnes qui sont décédées. Dans ces personnes qui sont décédées, il y a eu 22 membres d'équipage, dont le capitaine Ernst Lehmann, mais il y a également eu un membre du personnel au sol et 13 passagers. Miraculeusement, les 2/3 des passagers survivent car en fait pendant l'explosion du ballon, il se trouvait sur une passerelle qui se trouvait à l'extérieur du ballon, enfin vous aurez compris, comme une sorte de petit balcon quoi. Et donc ils se trouvaient tous sur cette petite passerelle pour observer le ballon de l'extérieur, mais également pour observer l'atterrissage de l'extérieur. Et donc ils ont miraculeusement réussi à s'en sortir car ils étaient justement en dehors de ce ballon. Bien évidemment, la photo de Sam Scheer est très vite publiée à la une du New York Times, et la photo de Sam Scheer, qui est une image choc, va directement incarner l'histoire et ça mettra fin à l'ère du transport du ballon dirigeable. Donc c'est à partir de cette photo-là, de cet événement-là, que les transports en ballon dirigeable se sont arrêtés d'un coup. Sam Scheer à ce moment-là, il travaillait pour l'International News Photo. Il couvrait souvent des événements géopolitiques comme par exemple l'invasion de la Sicile pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'image du crash de l'Hindenburg deviendra une image très importante dans la carrière de Sam Scheer, car c'est cette photo-là qui va vraiment révolutionner sa carrière. Il va vraiment se faire connaître pour cette photo et ça lui vaudra même le prix de l'éditeur de la meilleure photo d'actualité en 1937. Et donc à ce moment-là, quand il reçoit ce prix-là, Sam Scheer a 33 ans. La force de l'image de Sam Scheer réside par rapport à son aspect irréel, car on a l'impression vraiment que c'est une image qui est irréelle, tellement que c'est horrible à imaginer. Le crash de l'Hindenburg est donc aussi immortalisé par une des caméras de cinéma qui se trouvait présent sur les lieux ce soir-là. Pour les personnes qui n'ont pas envie de regarder la vidéo, je vous mets un timecode sur l'écran. N'hésitez pas à directement suivre ce timecode-là pour éviter de la regarder. Has been taken a hold of down on the field by a number of men. It's starting to rain again, and the back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. And it's falling. It's rising. Out of the way. Out of the way. Get it started. Get it started. It's fire, and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring fast. All the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's funny. Oh
oh, 400 or 500 feet into the sky. And it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I told you, I can't talk to people. There's fish around there. I can't talk, ladies and gentlemen. I can hardly breathe. I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. En 1980, pour le magazine Art Voices South, Sam Scheer va raconter ce qu'il a vécu ce jour-là, ce qu'il a vu et ce qu'il a ressenti. Donc je vais vous lire ce qu'il a témoigné. Il me restait 2 prises de vue dans mon appareil speed graphique et je n'ai même pas eu le temps de le porter à mes yeux. J'ai déclenché au niveau de ma taille. Tout s'est passé si vite que c'était la seule chose à faire. Sam Scheer va également dire qu'il était là au bon moment et au bon endroit durant cet événement et qu'il était au milieu d'autres photographes, de journalistes, mais il était également au milieu de plein de compagnies cinématographiques comme par exemple Universal, Paramount et également Pathé. Et il va également dire que toutes ces compagnies cinématographiques ainsi que tous ces journalistes, ces photographes, etc. ont capturé des images qui selon lui seraient similaires aux siennes qu'il a pu faire. C'est par ce geste spontané et presque automatique que Sam Scheer a réussi à réaliser une photo mythique d'un événement tragique. Et c'est grâce aussi à des images comme celle de Sam Scheer que l'histoire reste parmi tant d'autres images. La diffusion médiatique du crash de l'Hindenburg dépasse de loin l'ampleur des dégâts matériels mais également humains de l'événement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelques petites choses durant cette vidéo là. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo d'une photo mythique de quelqu'un. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!